Les Pistonnés, le mag, votre rendez-vous du mercredi, le rendez-vous historique, et j'espère que vous êtes contents de nous retrouver après un excellent débrief. Si vous n'êtes pas allé le voir, rattrapez-vous très rapidement, parce que je trouve en tout cas qu'il était de très grande qualité, grâce à ces deux hommes, Hamza Rahmani et Brice Germain, toujours aussi bons, toujours aussi légitimes en tout cas à cette place. Ça va les gars? Andiamo a parlare del Calvarino rampante, Ouais. un po', e del predestinato. Predestinato, nada. Niente. En effet, on va parler de Charles Leclerc, on va parler beaucoup de rouge parce qu'il y aura aussi également la séquence moto GP. Les gars, petite nouveauté, je voulais commencer parce que je m'amuse à lire les commentaires quand même en dessous de nos vidéos. Alors, des fois, il y a des trucs complètement abusés, je ne vais pas faire de pub aux trucs complètement abusés, mais il y a souvent des trucs qui me font rire, donc il y aura désormais le courrier des lecteurs dans le mag. Ce sera très rapide. Excellente initiative. Mais il faut ça mettre en valeur quand même les gens qui sont très très bons. Regardez ce premier message qui m'a fait Pas du tout random le choix d'ailleurs. beaucoup rire. Manu, Ouais, t'es pas du beau. tout. Non, c'est Manu, ça fait 3 ans qu'on entend les lots vont bientôt être envoyés. J'en peux plus de toi. Est-ce que tu as envoyé les bouquins que certains avaient gagnés C'est déjà? vrai ça. Ça, c'est vrai. Omaz a raison. Mais du coup, la réponse? Bon, on va se rattraper la semaine prochaine. Et après-demain, vous recevrez donc le résumé de la saison 2019. Là où tu as raison, c'est pas tout à fait random. Regardez ce que nous a dit The Dimi 1007 qui nous dit Brice, franchement, comment tu peux détester cet immense pilote Fernando? Tu es jaloux de son immense talent. Et franchement, on peut que aimer cet immense pilote. C'est vraiment Brice qui s'occupe des captures. Hein. Ouais, Enfin, ouais, on le sent. exactement. Tiens, un message très intéressant, ça revient pas sur... de droit de réponse, hein, bien sûr. Ah, si tu veux, on va perdre du temps. Pas de réponse. Voilà. Non mais un excellent message, regardez ça. J'ai adoré ce message, c'est Mes Musiques 2012 qui nous dit Hello de Milton Keynes, c'est par rapport à c'est par rapport à, vous savez ce qu'on a expliqué sur Pérez qui avait perdu 4 secondes à Zandvoort sur un tour. Ouais. Il nous apporte une explication. Il dit Hello de Milton Keynes, d'où j'écoute votre podcast. Puis-je vous donner quelques infos de F1 TV que j'écoute toutes les communications radio entre stand et pilotes. Pérez a pris la décision du premier pit stop et c'était pas Red Bull. Et quand Verstappen reprend 4 secondes au tour après être sorti P4, c'est parce que Red Bull a splitté sa stratégie et ordonné à Pérez de garder des pneus pour l'averse prévue en fin de course, mais pas Verstappen. Vous embauchez, bravo pour vos émissions. On n'embauche pas, mais merci pour ton message en tout cas. Surtout quand tu vis à Milton Keynes, on n'a pas les moyens. Exactement. Il y a eu beaucoup de messages aussi les gars sur le Mac de mercredi dernier. Gogos7 qui dit la phrase finale d'Hamza sur Massa, c'est les émotions. Il y a eu beaucoup aussi de messages concernant ton excellente démonstration sur Massa, je voulais vous le dire. Et puis le dernier, c'est pour éteindre tout de suite une polémique. On a NWA qui nous dit bonjour, on t'attend Brice pour tes talents d'imitateur. Bonne journée à tous. Paul Mires qui nous dit Brice, dans mon entourage, tu es le meilleur imitateur que je connaisse. Je pense qu'une chronique par trimestre pour commencer serait incroyable. Alors, les gars, je tiens juste à noter que c'était ta phrase. les likes, les likes, il y a beaucoup plus de likes sur les talents de Brice. Ça, c'est vrai. Donc c'est ce qu'on attend, ce que le peuple veut voir. C'est ce que le peuple veut voir. Alors, juste pour vous dire, pour vous raconter la petite histoire, j'ai pris un contre-karma mais terrible parce qu'en fait, Brice il ferme ses DM. Non, je ferme pas mes DM. Non mais si tu le suis pas, tu peux pas lui écrire. Oui. Grosso modo, c'est ça. Donc du coup, les gens se sont vite rendus compte. D'ailleurs, vous avez été énormément envoyé plein de messages déjà à Brice. Et je me suis pris un contre-karma parce que jeudi, je vous ferme mes DM. C'était une catastrophe. J'avais des messages dans tous les sens. Ouais, dis à Brice qu'on veut ça. Prends la capture d'écran, mets-le sur le truc des pistonnés, etc., etc. Donc on va arrêter. C'est pas du harcèlement. Merci d'avoir joué le jeu. En tout cas, vous êtes la meilleure communauté du monde. C'est une certitude. Est-ce que tu veux dire ce que j'ai dit en vocal quand je Et faisais dans la il m'a semaine dit en vocal, on va tester une émission pilote juste pour nous, une séquence, une chronique pilote juste pour nous. Je décide si je trouve ça malaise ou pas. Exactement. Et nous, on décidera aussi si on la publie ou pas. Attends, mais pourquoi est-ce qu'on arrête le harcèlement? Ah, non. Parce qu'à la fin du message, j'ai dimanche t'es mort quand même. Ouais, donc, voilà. tu vois, Ouais, voilà. Ouais, Il y a des limites. Mercredi, vers 16h, je crois qu'il en avait déjà marre. C'était à peu près ça. Donc on va tester le truc. Je tiens quand même à te préciser, j'ai commenté la course avec Jérémy sur Winamax ce week-end, monsieur Loop, F1 Loop. Il y a une imitation de Macron. Je pense qu'on va peut-être l'inviter sur la chronique. Juste pour diversifier le truc. Il faut avoir deux voix. Ouais, voilà. Et comme ça, on saura pas que c'est la mienne, comme ça. Exactement. Oh, c'est excellent. Donc voilà. On va travailler ça et on verra peut-être 2024 pour une version def ou peut-être fin de saison si jamais Brice est satisfait. Et surtout, écoute, si Hamza et moi on met je validation. ferai la chronique imitation quand t'enverras les cadeaux. Oh, Ça va aller très vite. Hein. On va les envoyer cet après-midi. Je vais rester un peu plus tard. Il est bon, il est excellent. Non mais tu sais quoi, Il est excellent. le peuple le réclame. Ouais, non mais t'as raison, c'est vrai, ouais. Répondons à toutes les doléances du peuple. Les gars, le programme, parce qu'on a quand même une émission à faire, mis à part ça. Le programme de cette nouvelle émission, la question,
Oui, elle pique, je sais. Oui, tous ceux qui adorent Charles Leclerc doivent se dire mais les pistonnets, franchement, c'est devenu n'importe quoi. Leclerc est-il vraiment un leader? C'est une vraie question. Peut-on être déçu de sa saison? Les pleins pouvoirs sont-ils arrivés trop tôt? Il manque un R d'ailleurs à plein pouvoir, je suis désolé. Et que doit faire Frédéric Vasseur dans sa stratégie pilote? Margot va venir sur ce plateau, c'est le retour de la MotoGP. Hier, il y a eu un miracle, je ne sais pas si vous avez vu les images. Le miracle Bagnaia qui se fait rouler sur les deux jambes et qui n'a aucune fracture. Franchement, les images font froid dans le dos. Par contre, du côté Ducati, ça coince un peu. Bastianini est lui bien blessé et lui a bien quelques fractures. Mais on commence tout de suite avec la F1, on commence avec ce qu'on aime le plus, le débat. Aime débattre, hein. C'est pas qu'on préfère débattre entre nous sans Margot. Il y avait rien de négatif. Je l'avais pas vu comme ça, mais Ouais, voilà. ça, Parce t'as que là, bien je sais fait. qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent disclaimer immédiat, comme ça on est tranquille. On apporte la clé, puis on fait. Leclerc, une déception, les gars. Point d'interrogation. Regardez un petit peu, est-ce que c'est pas sa pire saison en F1? Au moins, en tout cas, sur l'impression, même si les statistiques peuvent aussi également corroborer tout ça. C'est 6 points pris sur les 3 premiers Grands Prix avec 2 abandons. C'est 2 pôles sur l'ensemble de la saison jusqu'à présent. 0 victoire, 3 podiums. 6e au classement. Il est juste derrière Carlos Sainz. On en a parlé sur le débrief lundi. 4 courses sans points, dont 3 abandons. Il y a eu des bourdes à Miami, à Monaco, à Zandvoort, à Budapest. Il a aussi été en difficulté. On se rappelle de Barcelone et l'Espagne où il part 19e sur la grille. Il termine 11e hors des points. Il y a eu la Grande-Bretagne aussi également avec cette 9e place. Et puis, il y a cette question du leadership qui va être un peu le fil rouge de ce débat. Le leadership sur la piste, on l'a encore vu ce week-end à Monza, et le leadership politique au sein d'une écurie qui semble être pourtant la sienne. Est-ce que vous êtes déçu de la saison de Charles Leclerc jusqu'à présent? Est-ce que c'est pas l'une des plus grandes déceptions justement de cette QV 2023? J'entends très souvent qu'on me rabâche mon pro-leclérisme. C'est vrai. Donc, Je l'ai pas gardé en message dans le courrier des lecteurs, mais non. T'avais déjà mis contre Alonso. Non, c'est ça, parce que ouais. ça suffit. Je vais essayer d'être le plus objectif là-dessus. Moi, je trouve que tu l'es. Je tenais à te soutenir. Bah, écoute, je suis le premier à dire oui à ta question. Ouais. Oui, je suis déçu. Mhm. Je suis déçu parce que autant en n'ayant pas la monoplace pour jouer la gagne, la construction qu'ils opéraient avec Carlos Sainz me semblait la chose la plus intelligente à faire. Il a eu le parcours en 2019 et 2020 de ce jeune loup qui vient détrôner le champion du monde qui était Sébastien Vettel. Quand on lui met Carlos Sainz à côté de lui, on se dit que ce n'est pas assez en termes de niveau pour mettre à côté de Charles Leclerc. En 2022, au moment où la monoplace est là pour jouer la gagne, on a cette prise de position par la piste du leadership, mais il a manqué en 2022 cette prise de position dans l'interne, dans le politique, dans tout ça. Qui fait qu'au final, on a eu une demi-saison de leadership naturel, mais qui s'est estompée. On lui a donné derrière un leadership cet hiver, à la restructuration. Elkann écoute les choix de Leclerc, que ce soit en termes de vision de line-up ou de vision des dirigeants. Le projet est fondé autour de Charles Leclerc. Les contrats les plus longs de l'histoire de Ferrari sont donnés à Charles Leclerc. Le contrat le plus tôt en termes d'âge est donné à Charles Leclerc. Charles Leclerc a un pouvoir que, je pense, même Michael Schumacher n'a pas eu du côté de chez Ferrari. En tout cas, dans les faits, pas dans le charisme ou la prestance qu'il peut délivrer. Et on se retrouve en 2023 avec une monoplace qui ne joue pas le titre. Et on se retrouve avec un Charles Leclerc qui n'a pas pris l'expérience de 2022 pour en faire un leadership interne de construction. Quand j'entends le week-end dernier à Monza qu'il prend les réglages de Carlos Sainz pour s'en sortir, C'est vrai. quand je vois que Carlos Sainz, lui, fait des pieds et des mains pour renégocier ses contrats de façon politique, j'ai l'impression que Charles Leclerc est trop paternalisé ou en famille, qu'il n'a pas la pression du sport automobile chez Ferrari, qu'on lui offre tout, et que ça le met dans un confort qui n'est pas positif pour développer un état d'esprit de champion du monde. Voilà ce que j'en pense.
Oui, il y a beaucoup de choses. J'en avais encore, mais il fallait faire un ping-pong. Non, mais quand tu parles déjà de développer l'état d'esprit du champion du monde, effectivement, aujourd'hui, il semble être dans un cocon, une sorte de cocon familial, parce que Ferrari, c'est son rêve et qu'il s'est rapidement, on rappelle, dès sa 2e saison en Formule 1, il se retrouve chez Ferrari. Tout à fait. Là où à l'époque, il y avait une sorte de scission chez Ferrari, où il y a une partie qui souhaitait garder Kimi et prolonger Kimi, et l'autre partie qui souhaitait promouvoir. Et dès le 3e Grand Prix de cette saison-là, il joue la pole et la victoire. Alors, est-ce qu'on peut être déçu ? Moi, je suis déçu de la saison 2023, pour de multiples raisons. La première, c'est que j'estime, peut-être à tort, et peut-être là est mon erreur, qu'il doit y avoir une différence plus nette entre Charles Leclerc et Carlos Sainz sur la piste. Lorsque Leclerc signe chez Ferrari, c'est l'avenir de Ferrari évidemment. Il arrive concurrencer, mettre à mal un Sébastien Vettel qui est en difficulté. Et c'est celui sur lequel Ferrari doit construire ses succès futurs. Lui n'est pas responsable du manque de compétitivité de la voiture, on va être très clair à ce niveau-là. Ni des erreurs de l'équipe. Ni des nombreuses erreurs de l'équipe. Ça aussi, on peut le dire, parce qu'il y en a eu énormément. Je peux comprendre que le pilote, lui, soit... Je dis pas qu'il l'a été, mais je peux comprendre si j'apprenais qu'il a été pendant un temps démotivé, frustré, agacé, parce qu'à un moment, ça devenait trop. Mais quand je vois ce qui se passe à Monza, le fameux... Alors encore une fois, il n'y a pas eu de consigne claire, mais et c'est peut-être là aussi l'erreur de Ferrari, quand on dit no risque, c'est pas une consigne claire. Non. Soit on dit on échange les positions, soit on dit on gèle les positions. Ça, c'est une consigne claire. À partir du moment où Vasseur dit let's them race parce qu'il est fan, c'est ce qu'il disait, je reprends ses termes et ses propos au micro de la Sky, il dit moi je suis fan du let's them race. Déjà, il faut le faire tout le temps. Et puis pour revenir encore à Leclerc, mettre en danger un potentiel podium, parce que moi j'estime, je trouve que, enfin encore une fois, je ne suis pas pilote de Formule 1, mais quand tu bloques tes 2 roues avant, il faut m'expliquer comment tu peux avoir ta monoplace sous contrôle. Par principe, c'est impossible, oui. Par principe, c'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, je trouve que tu mets en danger déjà le podium. Est-ce qu'aujourd'hui Leclerc est dans une situation où, je ne vais pas parler de la Leclerc mania, des fans de Leclerc qui estiment que Leclerc aujourd'hui est au-dessus de Ferrari, que parce que Ferrari lui a gâché ses précédentes années, a commis trop d'erreurs les précédentes années, aujourd'hui il a le droit de se permettre de ne pas écouter certaines consignes. Moi je suis absolument pas... Même si l'institution Ferrari est malade, ça reste une institution, ça reste ton employeur, ça reste le patron. Et tous les employés, à commencer par Frédéric Vasseur, et de Frédéric Vasseur au dernier étage, ou au premier étage, tous les employés sont face et sont en dessous de ce que représente Ferrari en Formule 1. Encore plus Ferrari. Je n'ai même pas pris l'exemple As, mais on parle de Ferrari. Pour revenir sur Charles Leclerc, et pourquoi est-ce que je suis déçu sur cette saison, moi j'accorde beaucoup d'importance, peut-être trop, au bilan en qualification. Est-ce que vous connaissez la stat Non, je ne l'ai pas. Sainz Leclerc. C'était 7-7, non? Ouais, exactement, 7-7. 7-7. Donc la hiérarchie n'est pas claire. Tu l'as dit, Leclerc a commis Parce que beaucoup. tu n'as pas ça en tête. Tu as raison que tu es plus sur un 5. Oui, complètement. Je serais plus parti dessus. Tu le disais tout à l'heure, il y a eu des erreurs, notamment celle à Miami. Alors, ça fait partie aussi de l'apprentissage du pilote, Zandvoort. Et on va me prendre l'exemple de Verstappen. Chaque pilote a son rythme. Tu peux, après 2 ans, être fiable, tu peux, après 6 mois, être fiable, tu peux, après 5 ans, ne pas être fiable. Rappelons-nous quand même de Max Verstappen, ses premières saisons chez Toro Rosso, chez Red Bull. Le nombre de boulettes, le nombre de crashs évitables. Il a mis 4 évitables. ans, Max Verstappen. Avant de devenir ce pilote robotique, qui est aujourd'hui un monstre de régularité. Au-delà même des performances de la monoplace, lorsque Red Bull n'était pas la force majeure du championnat du monde de Formule 1, Verstappen, il était déjà là, toujours prendre la 3e place, puis sinon les miettes. Le tournant en 2019. Hamilton. Et lui, on ne lui trouvait aucune excuse. Ah, tout à fait. On ne même lui tombé trouvait dessus. aucune On excuse. lui est tombé dessus en 2016, 2017. Les autres pilotes lui sont tombés dessus aussi. C'est peut-être ça aussi. Alors, je ne sais pas si c'est
francophone. Enfin, c'est un mal francophone. C'est un mal italien aussi. J'allais te parler justement de l'exemple italien sur la Leclerc Mania, parce que vous en avez parlé tous les deux. Moi, j'y suis allé cet été. J'ai halluciné des discussions que j'ai eues avec des gens qui étaient très sérieux et qui suivent la Formule 1 de très près et qui m'expliquaient que non, Leclerc il est meilleur que Verstappen. C'est juste que la Red Bull est une voiture cheatée, par exemple. Enfin, c'est-à-dire que on peut se dire que puisqu'on est francophone et que on sait, Charles Leclerc est monégasque, il n'est pas français, mais en France, on a tendance à le considérer comme français, parce qu'il a commencé le karting dans le sud de la France, du côté de Brignoles notamment. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, etc. On a l'impression qu'il y a une Leclerc mania, qu'on lui passe tout, qu'on est trop gentil, etc. Il faut voir les avis en Italie. Et les avis des suiveurs et amoureux de la Formule 1, les avis aussi également des journalistes très sérieux qui traitent ce sport. Mais rappelons-nous, lorsque Ferrari avait cette voiture dopée, surdopée, triplement surdopée, Leclerc, il performait. Il gagne en Belgique, il gagne en Italie. Singapour, on lui enlève. Singapour, il est en tête et Ferrari décide de faire l'undercut avec Sébastien Vettel, ce qui permet à Vettel de remporter. À l'époque, je me souviens très bien de ce débrief. J'avais loué la décision de Ferrari parce que c'est Ferrari c'est l'équipe, effectivement, faire 1 et 2. C'est plus important que de mettre Leclerc 1 et Vettel 3, 4 ou 5. Mais potentiellement, à ce moment-là, il signe 3 victoires de rang, où il peut le faire. Il a performé lorsqu'il avait la voiture sur des morceaux de saison, jusqu'au moment où, je crois que c'est les États-Unis où le coup près tombe. Enfin, le coup près ne tombe pas, mais aux États-Unis. Red Bull commence à attaquer. Exactement, et du coup, d'un seul coup, Ferrari, perd en puissance. Mais sur des courts instants, Leclerc, il est capable de se battre pour la victoire. La saison dernière, Bahreïn, les batailles avec Verstappen, je me suis régalé. Je vois un pilote qui est capable de se battre aux côtés d'autres pilotes, de se battre fermement. Je me souviens du tournant l'Autriche, c'est 2019. Oui, 2019. Autriche 2019. Quand Verstappen le dépasse et écarte, déjà à l'époque, écarte Leclerc de la piste. On était encore Leclerc à ce moment-là disait publiquement, si c'est comme ça qu'il faut se battre en Formule 1, je vais me battre comme ça. Et il l'a prouvé. C'est un pilote extrêmement rude, dur. Et moi, c'est ce que j'aime chez Charles Leclerc. Il avait prouvé un peu à Monza quand justement il avait fait la même manœuvre que Hamilton sur Piastri. Oui, exactement. Et qu'il a refait sur Pérez d'ailleurs là, où justement il fermait les portes, il venait dur. Mais c'est pas suffisant. En fait, il y a des bouts de saison, des morceaux de temps assez courts sur l'ensemble d'une saison. Mais aujourd'hui, j'attends de voir le Charles Leclerc qui est capable de mettre bout à bout sur une saison complète. Je me souviens d'un... Verstappen a mis des années. Alors lui, il est en Formule 1 depuis 2015. Ouais. Leclerc depuis 2018. Oui, exactement. Je me souviens d'une phrase de Rob Smedley qui disait que sur Massa, parce que c'est l'ingé de Massa à l'époque, et cette phrase m'a toujours agacé. Il disait « Quand Felipe est devant, il est impossible d'aller chercher. » Je te dis pas que c'est la même chose pour Leclerc, je te dis juste qu'en fait, ouais, ok, oui, c'est normal, en fait. Enfin, presque normal ou presque logique. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu loues la complétude de Max Verstappen? C'est qu'à l'époque où il n'avait pas la voiture pour gagner, il gagnait. De temps à autre. Hockenheim 2019, par exemple. Et qu'il était aidé par l'équipe. Oui, Silverstone 2020, qui va gagner. Abu Dhabi 2020, qui va gagner. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà vu Charles Leclerc aller gagner une course avec une monoplace qu'il n'aurait pas dû gagner? Pire encore, est-ce que tu as déjà vu le nombre de fois où tu as vu Charles Leclerc ne pas gagner une course alors qu'il avait la monoplace? CF, c'est... j'ai plus la stat exacte. C'est le ratio pôle-victoire. Je vais te donner dans une seconde, mon ami. 20 pôles, 5 victoires. 20 pôles, 5 victoires. Alors qu'à l'inverse, avant la saison 2021, Verstappen, c'était une dizaine ou douzaine de victoires pour 2 ou 3 pôles. Sa première pôle, la Max, elle arrive très tard. Elle arrive 2019. Elle arrive, je sais plus, j'ai plus l'année ni GP en tête, mais ça arrive très tard par rapport au nombre de victoires. Et le ratio pôle-victoire, lui, il était totalement inversé par rapport à Leclerc. Juste pour conclure, parce que c'est un thème important. Oui, il a 8 pôles de plus que Leclerc Verstappen. 8 pôles de plus, c'est tout. Leclerc est capable, sur un tour, d'amener la voiture, mais il n'est pas aussi aidé par la voiture, par la Ferrari. On a souvent, pas critiqué, mais on a souvent déploré les problèmes de la Scuderia sur la gestion des courses, sur la gestion pneumatique, l'incompréhension, encore une fois, on l'a vu en première partie de saison. Il n'est pas aidé par ça non plus. Et là, les gars, on parle talent.
Mais on va même aller un peu plus loin parce que C'est pas tellement ça on a posé, rappelez-vous, on avait posé une question, c'était en 2019, on avait fait une très belle émission où on disait Leclerc, qui sera le successeur à Lewis Hamilton. Et on a eu un début d'année 2022 avec une Ferrari qui était dominante et avec un Charles Leclerc que on voyait à la lutte justement avec Max Verstappen. Est-ce que l'impression justement de déception, elle n'est pas dopée par tout ce qui s'est passé depuis Bahreïn 2022 ? Si. Bien sûr que si. Parce que on l'imaginait au niveau de Max Verstappen à ce moment-là. Le début 2022, pour moi, il vient juste confirmer ce que tout le monde pense de Charles Leclerc, à savoir, quand il aura la voiture, c'est un champion du monde en devenir. Comme ce qu'on pense de George Russell, comme ce qu'on pense de Lando Norris. Ce que je pense d'Oscar Piastri. C'est des mecs où on se dit World Champion Material quand ils auront la voiture. Charles Leclerc a eu la voiture. La voiture, pas sur un an. Oui, ce que j'allais dire. La voiture n'a pas tenu la saison et dans tous les cas, il n'aurait pas été champion du monde. On est bien d'accord sur le sujet. Mais il a eu la voiture pour le faire et 2022 nous a confirmé qu'il pouvait se hisser à ce niveau-là, mais pas sur une saison complète. Parce que on va reprendre les erreurs commises au moment où il a la voiture. Il y a Imola, où 15 points n'est pas suffisant pour lui alors qu'au final c'était suffisant. Il y a le Castellet. Et ensuite, à côté de ça, tu as Ferrari. Et vous ne m'enlèverez jamais de l'esprit que quand vous êtes un pilote comme Charles Leclerc, c'est-à-dire biberonné à Ferrari, où le projet est construit autour de lui et tout, si l'équipe n'est pas sereine, lui ne peut pas l'être, et lui ne peut pas insuffler une sérénité dans l'équipe. Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn, un trio qui fait que les ingénieurs... Je te fais une comparaison à la con, mais à Zandvoort, ils auraient eu les mains sur les pneus en préparation. Ouais, bien sûr. C'est un trio qui, de par l'aura des performances, t'oblige à l'intérieur de l'écurie à faire zéro erreur. Aujourd'hui, la manière dont Ferrari est structurée et le projet autour de Charles Leclerc, qui s'excuse, alors on va pas lui en vouloir de s'excuser quand il fait mal, mais qui s'excuse quand il fait mal, qui dit qu'il va voir avec l'écurie, où on n'a pas l'impression quand même que on est sur le pinacle du sport auto et que on ne tolère rien. Chez Red Bull, c'est ça. Chez Mercedes aussi, oui, c'est tout ça. à fait. Rappelez-vous des discours de Niki Lauda qui mettait des pénaltys à Lewis Hamilton, qui était déjà ce qu'il était quand même. Complètement. Niki Lauda, en 2016 notamment. Certes, illustre pilote, mais il avait rien à faire de tirer sur le plus gros salaire de la Formule 1, le plus gros ego à ce moment-là de la Formule 1, en disant Lewis est un bébé qui est capricieux et qui ne tolère pas certaines choses ou quoi. Il y avait une limite, quelque chose. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas chez Ferrari. Charles Leclerc n'en profite pas non plus pour autant pour instaurer une espèce de dictature, mais ça n'incite pas, je trouve, à avoir cette niaque et cette poigne de sortir de sa zone de confort pour... Ouais, est-ce que les discours sont pas en train de changer ? Pareil, on avait fait une émission l'année dernière sur est-ce que Sainz peut concurrencer Leclerc ? Et il y avait cette déclaration de Binotto à l'époque qui disait il faut installer Leclerc, il faut le mettre dans le confort, il faut lui signer un contrat à longue durée. Regardez ces propos de Frédéric Vasseur, c'est sorti dans la Gazzetta dello Sport il y a maintenant quelques semaines, qui dit on peut toujours faire mieux en tant qu'équipe et en tant que pilote. Charles ne s'attendait pas à une saison comme celle-ci et au début il a poussé plus qu'il n'aurait dû. Maintenant il semble avoir mieux digéré la situation. Charles est impulsif, si quelque chose ne va pas, il ne se retient pas. Cependant, pour son bien et celui de l'équipe, il vaut mieux parfois se calmer avant de parler. Charles est toujours très rapide, mais cette année, si vous regardez les qualifications, Carlos était plus à son niveau que par le passé. Autre déclaration intéressante, c'est Joe Clear. Vous savez, l'ancien ingénieur de Jacques Villeneuve, il a aussi été l'ingénieur par le passé de Lewis Hamilton et c'est devenu l'un des mentors de Leclerc à son arrivée en Formule 1 et notamment chez Ferrari. Joe Clear qui dit, d'une certaine manière, ses erreurs peuvent refléter son état d'esprit lorsqu'il est confronté à une voiture qui est en difficulté. C'est comme s'il se disait, je vais devoir faire la différence moi-même. Bien sûr, la logique finit par vous rattraper. Nous n'allons pas lui dire de se calmer. Sur une année, ses qualifications sont excellentes. Je pense qu'il sent parfois certaines opportunités et qu'il peut un peu s'emballer. Changement de discours quand même par rapport à ce qu'on entendait de l'époque Binotto. Parce que Frédéric Vasseur, c'est aussi un homme de poigne qui a connu de nombreux talents. Plus honnête, hein. Alors, plus honnête face à la communication. Oui, Encore une fois, je connais pas le discours de Binotto en interne à l'époque, comme je ne connais pas celui de Vasseur en interne. J'ai ma petite idée sur Vasseur. Maintenant, Frédéric Vasseur, tout au long de sa carrière, il a connu de multiples champions en devenir. Donc,
Il y a une il a une relation sorte de particulière avec les légitimité. pilotes aussi, Vasseur. Aussi, oui, rien que Charles Leclerc, par exemple. Mais quand on lui en avait parlé, c'est On vrai va que... l'entendre d'ailleurs, on va l'entendre à ce sujet tout à l'heure. Donc, pour revenir sur un point de la déclaration de Frédéric Vasseur, tu as commencé un petit peu à évoquer sur la communication de Leclerc, et notamment ce fameux triangle. Tu parlais de la possibilité, même impérative, d'avoir un socle fort chez les écuries. On le voit chez Red Bull, chez Mercedes, pas chez Ferrari. Quand ça va pas, oui, tu as envie d'entendre le pilote expliquer pourquoi ça va pas. Maintenant, il y a l'expliquer, encore une fois, je le prends en référence façon Albon, et puis il y a parfois, avec un ton un peu, émettre quelques petits messages subliminaux. C'est vrai que c'est la partie dans la communication de Leclerc que j'aime le moins, parce qu'à ce moment-là, j'estime que ce n'est pas son rôle, mais c'est celui de Frédéric Vasseur aujourd'hui, de venir dire pourquoi. Et Frédéric Vasseur l'a fait. Je me souviens en début de saison, en Arabie Saoudite, sur plusieurs GP, quand on lui pose la question, il répond, il dit oui, voilà, aujourd'hui on a ça comme problème, on comprend pas ça, ce qu'il faut faire c'est ça, on va essayer de comprendre pour dans les prochaines courses faire ça. Leclerc, il reconnaît aussi ses erreurs, et ça je trouve ça positif, je trouve ça extrêmement... Est-ce qu'il les gomme pour autant ? Ça c'est dans un second temps, mais c'est vrai que toujours pour conclure sur l'aspect communication, ouais, je suis pas fan du côté trop grande bouche dans la critique parfois, ou dans le côté, voilà, je vais glisser quelques petits messages. Je fais un aparté, la première pole de Verstappen, c'est Hongrie 2019, c'est après la première pole de Leclerc, alors que Leclerc arrive en F1 3 saisons après tout à fait. Verstappen, et dans une écurie de pointe, 3 saisons aussi après Max Verstappen. Mais encore une fois, ce qui est important de signaler, c'est que, en tout cas, je vais parler en mon nom, je remets pas, encore une fois, d'un point de vue extérieur, je ne sais pas ce qu'apportent tous les pilotes en interne, dans le feedback technique, dans le rapport aussi humain, etc. Mais moi, de l'extérieur, je remets absolument pas en question le talent de Charles Leclerc. Bien sûr. Encore Il y a une fois, une maturité qu'on remet en question, non ? Est-ce qu'on c'est constate pas pas la aujourd'hui maturité, une c'est le maturité temps- le chez temps que ça Carlos prend. Sainz ? mais c'est ce que je disais tout. Ouais, mais Sainz, il a. Plus de vécu aussi. Peut-être pas 10 ans, 3 mais ans de peut-être plus. 2015, 8 ans. Il est 2015, il 94. arrive, non ? Non, en Formule 1, je veux dire. Il arrive en 2015 en Oui, Formule chez 1, Toro je Rosso crois. en 2015, Donc, donc il a 4 ce que saisons. je veux- Ouais. Ce que j'essaie de te dire, et c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que tu parles de maturité. Je ne sais pas si c'est un manque de maturité chez Charles Leclerc, ou plutôt un temps qui est peut-être un peu plus long pour devenir le pilote qui va tout aligner en vert, pour devenir le pilote ultime capable demain de se battre pour un championnat Mais du monde est-ce de que Formule ce 1 si temps- tu as la voiture. Est-ce que ce temps n'est pas plus long parce qu'il est dans un confort de malade ? Mais à la fois, il est dans un confort, juste pour conclure, pardon Manu, à la fois, il est dans un confort chez Ferrari parce qu'effectivement, il ne semble pas menacé, mais en même temps, il est dans l'inconfort total parce qu'il n'est pas au sein d'une structure qui lui permet, lui, de se concentrer exclusivement sur le pilotage. Si Leclerc, demain, était chez Red Bull, Oui, je comprends ce que le tu veux dire. confort, imaginons, fiction, Leclerc est un enfant Red Bull, comme Verstappen. Aujourd'hui, Verstappen, il est dans un confort total chez Red Bull. Alors, Mais il y a aussi l'aspect, lui, il se concentre que sur le pilotage parce qu'autour de lui, il y a une protection, mais il y a surtout un devoir et une volonté de performance à chaque étage de la structure. Analogie, gestion du cas Max Verstappen en 2019-2020 par Red Bull. Je fais une presse PowerPoint. Max Verstappen en a marre des performances de la Red Bull et commence à menacer gentiment son board. Et il a une clause de sortie. C'est ça, ouais. Une clause de sortie arrive dans le contrat de Max Verstappen. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Et s'il n'avait pas gagné, je crois, une course, c'est pas 2019. Je crois que c'est une course, 2019-2020, il me semble. Ouais, Il n'y a pas une place au championnat Parce que c'est après Il y a les deux. Il y a gagné Ouais. une course et Ouais. 3e au championnat. Je crois que c'est ça. Il y a cette clause-là. Championnat constructeur. Hein, j'ai intimidé. Oui, t'as raison. Bah, c'est le 2e au constructeur alors. Ouais. Du coup. 3e. Cette clause-là oblige Red Bull à travailler en direction d'une performance s'il ne veut pas perdre Max Verstappen. Donc, il y a une pression côté écurie. De l'autre côté, tu as Helmut Marko qui, au vu du fait que Leclerc Verstappen a imposé cette clause pour avoir un bon de sortie, va mettre tous les tirs qu'il peut à Max Verstappen pour lui mettre la pression dès lors que le résultat n'est pas satisfaisant. On a donc une pression des deux côtés qui ont amené à une situation win-win où Max Verstappen a parfait son pilotage et Red Bull a parfait sa monoplace pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je vois ce que tu veux dire par rapport au fait qu'il n'a pas le matériel pour se mettre en confiance vis-à-vis de tout ça. Pas que le matériel, la structure, La structure. l'atmosphère. Mais en attendant,
est-ce qu'il ne faut pas muscler son jeu de tous les côtés du garage, en fait ? C'est-à-dire dire que Leclerc se pointe devant Ferrari, sorte de ce maternalisme avec Ferrari, de cette famille, et dise « Écoutez, moi j'ai une carrière à faire. Donc à un moment donné, si vous ne me filez pas la monoplace, moi je m'en vais. » C'est bien beau de signer des contrats de 5 ans, mais s'il n'a aucun moyen de s'en sortir, ou que il ne dit pas « Moi écoutez, si je ne suis pas champion du monde, j'arrive pas, en tout cas j'ai pas le matos pour l'être, d'ici 3 ans, je me casse. » Peut-être que le board va être davantage mis sous pression pour faire des choix, mettre plus d'argent sur certains ingénieurs. Mais c'est peut-être ce qu'il est en train de faire Frédéric Vasseur. Alors je sais que c'est pas le débat et on va pas entrer sur ce thème-là. Oui. Mais Frédéric Vasseur, alors encore une fois, ça je le redis. Ça n'aura pas été insufflé par Charles Leclerc, c'est ça que je veux dire. Oui, mais à partir du moment où tu amènes un homme, d'accord, j'entends ce que tu veux dire. Mais quand tu amènes un homme de l'extérieur qui a cette expérience en Formule 1, qui a cette expérience dans le sport automobile et qui est en train gentiment, tranquillement de restructurer, parce qu'encore une fois, les principaux concernés auront le message. On peut pas en 6 mois seulement. Tu sais que c'est plus caché. Hein. Enfin, non, mais je le dis. Mais non. J'aime bien, tu vois, glisser des petits messages subliminaux. Je suis comme Leclerc, tu vois. Subliminaux. Un petit peu. Oui, donc en 6 mois, tu peux pas vraiment restructurer totalement une écurie et mettre en place ce que tu veux. On rappelle les contrats en Formule 1, tu as les garden leave, il y a des individus. Exactement, il y a des individus que, prenons l'exemple de Ferrari, Frédéric Vasseur veut signer et a trouvé peut-être même un accord avec ces gens-là, mais qui pourront pas venir chez Ferrari avant 2025. Donc c'est un processus qui prend 18 mois, 24 mois, peut-être même plus. Et puis ensuite, lorsqu'ils arrivent, ces gens-là, il y aura un temps d'adaptation à la structure. Eux vont vouloir imposer leurs idées. Enfin, c'est potentiellement, ça peut prendre 3 ans, 4 ans. Là où chez certains, on pense que 18 mois, c'est suffisant. Mais on est en train de voir ce qu'est en train de faire Frédéric Vasseur. Et peut-être que ce que fait aujourd'hui Vasseur, Charles Leclerc, qui est finalement la flèche, l'aiguille tout au bout de la flèche, c'est lui qui récoltera le travail aujourd'hui de Vasseur, mais il ne le récoltera pas aujourd'hui. Bien sûr. Peut-être pas en 2024, mais en 2025 ou 2026. Exactement. Et à ce sujet, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, j'ai oublié de vous mettre la vignette, mais on a fait un sujet sur le fameux projet 676 dont les médias italiens ne font que parler, c'est-à-dire la Ferrari 2024 qui sera renouvelée quasiment à 100% à part le moteur. On en parle bien sûr sur Winamax TV à aller retrouver. J'allais vous poser une question, vous avez déjà répondu les gars avec ce tableau. Est-ce que Charles Leclerc est un roi sacré trop tôt ? Ça reprend à peu près tous les points que vous avez dit. Arrivé chez Ferrari après une saison de F1, record de précocité chez la Scuderia, premier pilote de la Ferrari Driver Academy à être titularisé, contrat record en termes d'argent et aussi en termes de durée, puisqu'on sait qu'il avait signé sur du long terme. Ce pilote écouté, qui a l'oreille, la confiance de John Elkann, le principal actionnaire, bien sûr, du groupe Stellantis et bien sûr héritier Agnelli. À l'origine des mises à l'écart, on l'avait dit, de Sébastien Vettel et surtout de Mattia Binotto, consulté, paraît-il, lors de la nomination de Vasseur. C'est un peu une question un peu putassière, parce qu'à l'époque, on avait milité, enfin pas milité, mais au vu des performances de Charles Leclerc, on disait que c'était légitime et logique que Ferrari lui donne les pleins pouvoirs. Partons sur le dernier point, les gars. Que doit faire maintenant Frédéric Vasseur ? Parce que vous le savez, on en a déjà parlé dans cette émission, avec d'ailleurs beaucoup d'insiders qui sont venus sur ce plateau. Frédéric Vasseur a dit « Je suis sur le projet de la voiture de l'année prochaine » et les contrats pilotes, pour le moment, on les gèle. On verra ça à la fin de la saison. On a quand même appris que Charles Leclerc était en train de renégocier et avait la volonté de prolonger chez Ferrari. Même volonté du côté de chez Carlos Sainz, mais ça semble coincer un petit peu plus. Que doit faire Frédéric Vasseur ? 3 possibilités, 3 hypothèses. 1, mettre Charles Leclerc dans le confort, le prolonger à long terme, lui assigner un rôle un numéro 2, on va dire plutôt docile, lui assurer un rôle de numéro 1, je vais y arriver. 2, le sortir de sa zone de confort, mettre un numéro 1 bis à ses côtés, pas de politique numéro 1, numéro 2, on pourrait lire entre les lignes par exemple l'arrivée d'un certain Lewis Hamilton, ou 3, quid de Carlos Sainz dans tout ça ? Faut-il le garder ? Est-ce qu'il met assez la pression à Charles Leclerc ? Est-ce que justement il pousse le numéro 1 ? L'année dernière, on a fait une très très belle interview avec Frédéric Vasseur qui nous parlait justement de comment est construit le line-up. C'était sur des questions bien sûr de Hamza. Certes, à l'époque, il était chez Alfa Romeo, mais il nous avait partagé sa philosophie. Extrait tout de suite. On parle de 7-8 pilotes disponibles pour 5-6 places, et très souvent ça se remplit par le haut. C'est sûr que les 8 pilotes dispo ou potentiellement dispo vont tous chasser la place chez Mercedes, puis après chez Red Bull, puis après chez Ferrari. Donc ça se remplit comme ça un peu par le haut.
Puis après, nous, des fois, on a le choix entre 2-3 pilotes et on essaye de trouver quel sera le meilleur profil pour l'équipe. C'est quoi le meilleur profil pour l'équipe ? C'est de prendre en compte pas uniquement la perfo pure, c'est sûr que c'est un critère numéro 1, mais de voir le profil d'expérience par rapport à où on en est dans le développement de la voiture et qui est le partenaire, enfin le teammate. C'est sûr qu'une année comme nous, avec Valtteri, qui est archi expérimenté en F1, on peut se permettre de prendre un rookie. Si on a déjà signé Théo Pourchère, on va plus être réticent à prendre un rookie à côté. Donc le profil de l'équipier intervient. Les bagages de l'équipier. Après, moi, je fais attention aussi au côté psychologique, de voir s'il y aura un bon fit entre les deux, entre eux et nous, parce que les saisons sont longues. Et si on part en se disant que lui, je le sens pas très bien psychologiquement, ça va être très très long. Donc je fais attention à ça, parce on a l'avantage ou l'inconvénient de passer 25 semaines ensemble par an depuis 15 ans. Je passe plus de temps avec mes pilotes et les autres pilotes qu'avec ma femme. Donc oui, au bout d'un certain temps, on se connaît, on sait comment ils réagissent, on sait comment ils réagissent dans les bons moments. Ça, c'est assez facile, mais surtout dans les mauvais moments, on voit un peu l'attitude qu'ils ont. Voilà, c'est un peu cette connaissance des gens qui fait qu'on arrive à se projeter et à se dire, tiens, cette équipe-là, ces deux pilotes-là ensemble, ça va bien fitter ou pas. Si je reprends les propos de Frédéric Vasseur, il y a deux éléments moi, qui m'intéressent énormément dans cet extrait. Le premier, c'est qu'il aime bien associer un rookie avec un expérimenté qui a déjà gagné. Et la deuxième chose, c'est on regarde le pilote justement quand il est dans des moments difficiles, comment il se comporte, quelle est sa psychologie, quelle est sa manière de réagir et est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Les gars, on reprend ce sujet. Leclerc est-il le leader qu'il faut à Ferrari ? Que doit faire Frédéric Vasseur dans sa politique sur le line-up et sur les décisions qu'il va prendre sur les contrats de Sainz et de Leclerc ? C'est pas nouveau. Je me souviens, on avait fait une émission, je crois que c'était pendant le Covid, avec Pierrot notamment. Est-ce qu'on privilégie un numéro 1, numéro 2, deux numéro 1 ? Je pars du principe que quand tu n'es pas aujourd'hui Red Bull, donc l'écurie qui est devant, tu dois avoir les meilleurs pilotes disponibles. Parce que ce sont eux qui vont permettre de gommer potentiellement des errements de la monoplace. Ce sont eux qui vont permettre de tirer la quintessence de la voiture, 100% de la voiture au minimum toujours. Et ce sont eux qui vont permettre, sur des moments, de faire surperformer la voiture. Donc, Hamilton, il a prolongé jusqu'en 2025. Alonso, je ne le vois pas revenir chez Ferrari, évidemment. Non, clairement. Il en reste un, c'est Max. Il n'a aucun intérêt à quitter Red Bull dans les 2-3 prochaines années. Mais mon idée à moi, ce serait de mettre... Le chapeau, là. C'est pas de mettre... Oui, non, mais on va la faire. Ouais. Promis, on l'a fait bientôt, Donc, cette Albon. émission des chapeaux. Même si j'ai les chapeaux depuis déjà quelques semaines. Mais en fait, le but, c'est pas de mettre en concurrence... Le but, c'est pas de mettre en concurrence Charles Leclerc, c'est pas de le mettre sous pression, c'est d'apporter la meilleure qualité possible au line-up en termes de talent et pilotage pur, pour permettre à Ferrari aussi de progresser. Je me répète, je donne tout de suite la parole Brice, j'ai quand même l'impression, quand on réécoute ce que dit Frédéric Vasseur sur qu'est-ce que c'est son line-up rêvé et qu'est-ce qu'il regarde chez un pilote, justement, le côté adversité, etc., qu'aujourd'hui, le line-up Leclerc-Sainz, il ne peut pas en être satisfait. C'est clair que c'est totalement en dehors de ce que lui choisit. Après, c'est une interview où on l'a fait dans le contexte Alfa Romeo. Alfa Romeo. Mais en un sens, est-ce que le contexte Alfa Romeo, en fond de grille, Frédéric Vasseur ne jouait pas le titre, n'essayait pas d'amener la voiture au titre, essayait de développer pour arriver 5e force, et un jour peut-être 4e force, comme peut-être l'époque où Charles Leclerc faisait des P6 avec Sauber, on va dire le meilleur moment de Sauber depuis 15 ans, on va dire. Là, maintenant, moi je serais plus nuancé que toi, dans le sens où toi tu vas avoir une vision, je pense, un peu plus alonzesque, avec le fait de tirer 110-120% de la monoplace pour faire le mieux possible. Mais là, dans ces ères actuelles très technologiques, de développement très poussé au niveau des moteurs, avec des moteurs très compliqués, avec des pilotes qui, sur le moindre changement, peuvent avoir une monoplace cata. Et on l'a vu notamment à Monza, avec les Alfa Romeo,
qui étaient inconduisibles en EL1, je crois, et qui d'un coup, sur un réglage, ont gagné quasiment une seconde sur les EL1. Je pense qu'il faut obligatoirement avoir quelqu'un qui est un as du retour technique. Chose que j'ai l'impression que Ferrari n'a pas forcément, parce que ce qu'on entend le plus, c'est on ne comprend pas la voiture chez Ferrari. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'elle va marcher là, puis elle ne va pas marcher. Ils font des réglages qui, parfois, en EL3, bousillent la performance de la voiture. C'est arrivé quelques fois. Charles Leclerc doit prendre les réglages. Encore une fois, je le répète, mais je trouve ça très symptomatique que ce soit le numéro 1 dans l'esprit de Vasseur. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Complètement. Qui doit prendre les réglages du numéro 2. C'était arrivé notamment à l'époque McLaren, Alonso, Hamilton. Ça aurait pu être l'inverse. Ça l'a pas été. Non, mais ça l'a pas été. Rien nous dit que Ferrari n'a pas décidé de donner 2 réglages différents aux 2 pilotes en ne sachant pas quelle va être la voiture la plus performante, le réglage le plus performant pour permettre de... C'est une déclat de Sainz. Hein. Non, pardon. Leclerc le dit. Leclerc le dit. Il a passé un vendredi compliqué parce que les essais libres 1 et 2 n'avaient pas les réglages qui lui correspondaient le mieux. Du coup, le samedi, c'est en EL3, il s'est consacré justement à prendre les réglages et à les apprivoiser. Apprivoiser, oui. Excellent. On a perdu du temps là, au bout d'un moment. Mais tu vois, quand tu proposes tes 3 choix, je suis pas sûr qu'il y ait un des 3 choix qui soit la solution qui amènerait Ferrari vers le haut ou Leclerc vers le haut. Mais ça passera pas par le pilote. Mais c'est ça. Je pense que ça passera pas par le pilote. Je pense que ça passera par la structure dans laquelle est mis le pilote. Parce que tu lui mets un pilote meilleur que lui, tu détruis sa confiance, boum, carrière finie. Enfin, oui. Tu vois Tu lui mets un Carlos Sainz là, bisbille dans l'équipe, structure bancale. Tu lui mets un pilote moins bon, Charles Leclerc dans le confort, Charles Leclerc 2022, entre guillemets, et ça donne rien. Donc j'ai quand même la sensation que les 3 choix au niveau de line-up ne seraient pas quelque chose qui changerait Charles Leclerc dans le leadership. Même avec un Hamilton à côté. Mais en fait, on en revient à la question... Avec un champion, tu sais, qui aurait déjà gagné. Du leadership, c'est à peu près le même genre. C'est vrai, ouais. On en revient à la question aujourd'hui, on n'en a jamais parlé dans les pistonnés, mais à quel point le pilote a une influence dans la performance d'une Formule 1. Mais, simplement. Mais aujourd'hui, c'est évident qu'il l'a. Aujourd'hui, il faut fournir au pilote la voiture. Demain, Verstappen, si tu le mets chez Haas, il gagne pas des courses. Par contre, Hülkenberg, si tu le mets chez Red Bull, il joue des podiums et il peut gagner des courses. Oui, mais est-ce que pour autant, ça va pas faire décliner Red Bull que d'avoir un Hülkenberg à la place de Max Verstappen dans le développement, dans tout ça. Je dis pas que le pilote n'a aucune influence. Va pas augmenter avec la présence de Max Verstappen qui va développer la voiture. Je dis pas que le pilote n'a aucune influence. Je dis que la base pour gagner des courses, c'est d'avoir une bonne voiture. Avant d'avoir le bon pilote, c'est d'avoir la bonne voiture. Alors, je serais moins catégorique que toi parce que Michael Schumacher, quand il se pointe chez Ferrari, la voiture, il l'a pas. Et que la construction avec Jean Todt et avec Ross Brawn donne une voiture performante. Non mais Alonso, quand il se pointe chez Renault, la voiture, il l'a pas. Et pour autant, il l'a construit et ils l'ont après avec Briatore. Mais là, tu parles sur 3-4 ans. Moi, je te parle dans l'immédiat aujourd'hui. Si tu joues le Brie Germain World Championship sur une course, si tu as le choix entre avoir, toi, une voiture Red Bull avec un pilote médiocre ou une voiture médiocre avec Verstappen, qu'est-ce que ça, tu choisis ? C'est court-termiste. Mais non, mais on est d'accord. Mais si on prend, si on parle de Charles Leclerc, ça fait 4 ans qu'il est chez Ferrari. Ça fait 4 ans qu'il est là. Et la construction, elle y est. C'est la 5e saison. Oui, okay. 4 ans, donc 5e saison. 5 saisons, est-ce que tu as vu une comme ça ? Tu as vu comme ça, donc ça et comme ça. Donc la question, est-ce que tu pars sur Leclerc sur les 4 prochaines années ? Parce que si la question, c'est est-ce que Leclerc peut gagner en 2024 ça revient même. Je te dis que pour moi, le problème n'est pas le pilote. Le pilote, il a le talent pour être champion du monde. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire l'inverse aujourd'hui. Oui. Par contre, je répète, et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, le leadership de Charles Leclerc n'est pas là. Et le leadership de Charles Leclerc, c'est quelque chose qui se construit avec la maturité et être mis en face, entre guillemets, des problèmes. Du caractère aussi, peut-être.
Hein ? C'est peut-être un côté personnalité chez Charles Leclerc. Oui, mais attends, on dit toujours ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que les déboires de 2022 ont rendu Charles Leclerc plus fort ? Peut-être j'ai que l'impression ceux de qu'il fait- 2023, J'ai on l'impression verra qu'ils l'avenir, ça. font encore plus d'erreurs. Ça, c'est dur à juger. Tout ça pour dire que Non, mais t'as une déclaration de Vasseur qui te dit si jamais il faut hausser le ton, Leclerc le fait. Enfin, s'il faut s'imposer, Leclerc s'impose. Comment ça ? Bah, tu sous-entends que Leclerc n'a peut-être pas aujourd'hui le caractère pour être le leader qu'il faut chez Ferrari. Je sous-entends qu'on ne le met pas dans une situation, et c'est là que je veux en venir, dans une situation où il est forcé de développer ce caractère. Donc, Pour vous moi, êtes les d'accord, trois en fait, choix. tous les deux. Pour moi, les 3 choix qu'on a évoqués ne valent rien si on n'arrête pas de lui donner la maison Ferrari sur un plateau. Encore une fois, il la mérite, la maison Ferrari. C'est pas, je dis pas qu'il est que c'est mauvais. Je dis simplement que je suis pas sûr que tu arrives à développer un mec pour le rendre assassin, comme l'est Max Verstappen, si tu ne le mets pas dans une situation où il est pas forcément en danger, mais dans une obligation de performer avec le team qui est lui aussi dans une obligation de performer. Je dis peut-être ça parce qu'aujourd'hui, on a l'exemple d'une machine qui est Red Bull et son pilote et son docteur Helmut Marko qui, quoi qu'on en dise, en fait, a une gestion qui humainement est dégueulasse, mais qui, au niveau de la performance... Raccord avec l'esprit de la Formule 1. Désolé, mais 6 titres en 15 ans de présence, 18 ans de présence, ça fait 33% des titres acquis quand t'es là, quoi. Combien pour Tu vois ? Ferrari Hein ? Combien pour Ferrari sur 16. ces 15 dernières années? Ah, 0. Mhm. Mais tout ça pour... Enfin, tu vois, ça pour dire que 33% des titres depuis que Red Bull est là ont été acquis par Red Bull. Par un trio qui n'a pas changé. On les a pas mis sous pression par rapport au fait de les virer. On les a mis sous pression par rapport à une obligation de résultat. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas d'obligation de résultat chez Ferrari. On a une obligation de faire au mieux. Et c'est un peu ça, c'est corroboré avec les. Tu te rappelles les propos, tu en avais beaucoup parlé, Hamza, à l'époque, les propos de Charles Leclerc juste avant 2022, quand il est sur le plateau de Canal, qu'on lui dit, il paraît que vous avez une voiture, c'est une dynamite. Ouais, c'est vrai, on vise Objectif 5 victoires. 5 victoires. Non, mais c'est vrai. Oui. C'était complètement Alors que tous les ans, désuet par rapport au potentiel à ce Oui. moment-là de la voiture. et tous les ans, Red Bull post-Mercedes, post-domination de Vettel, Christian Horner se pointait en disant faut qu'on aille battre Ferrari et Red Bull et Mercedes. Alors que là, piano. Voilà, on est en restructuration. Il n'y a jamais eu d'année de transition chez Red Bull. C'est vrai. On n'a jamais parlé d'année de restructuration, de choses comme ça. On a toujours essayé de jouer le titre. Et même si on ne l'a pas eu, à la fin, c'était une année d'échec. On faisait confiance aux hommes, mais on disait bel et bien que c'était une année d'échec. Chez Ferrari, est-ce qu'on a vraiment dit que c'était une année d'échec l'année dernière ? Non. Je trouve qu'on parle de deux choses différentes. Même si on est d'accord, on parle de deux choses différentes. T'as la structure Ferrari et ensuite t'as le pilotage. C'est juste, Et une, une clé mentale à ouvrir de dire que nous ne sommes pas à la position à laquelle on doit être. Et Charles, tu ne peux pas faire ces erreurs-là. Les ingés, vous ne pouvez pas faire ces erreurs-là. Les stratèges, vous ne pouvez pas faire ces erreurs-là. C'est pas on a fait une erreur, il faut qu'on voit avec le team comment on peut bosser mieux. C'est on ne peut pas faire ça. Et je pense que tu développes un leadership quand tu as ce genre de pression, quand tu n'as plus des contrats de 6 ans, quand tu as une obligation de résultat dans tous les aspects du garage. Et j'ai un peu l'impression que il y a cette malléabilité et cette tendreté, tendresse, mais j'aime pas ce mot pour parler de ça, qu'il n'y aurait jamais eu de l'époque d'un Jean Todt. Exactement. Vous nous dites, les amis, ce que vous... C'est pas Vasseur, hein, c'est Oui, bien évidemment. direction d'avant. Vous nous dites ce que vous pensez, bien sûr, en commentaire de tout ça. On vous lit. Et puis, il y a le courrier des lecteurs la semaine prochaine, bien sûr, pour lire vos meilleures réponses. Juste pour terminer, cette information n'a rien à voir avec le débat, sans doute. Vous savez qu'en Italie, on a dit que John Elkann avait mis la pression pour que Lewis Hamilton puisse venir à la Scuderia Ferrari. On sait que Lewis Hamilton a re-signé pour 2 ans. Donc, juste avant, il est engagé avec Mercedes jusqu'à la fin de cette ère, juste avant la révolution technologique de 2026. On peut vous dire, j'ai pistonné, que Frédéric Vasseur a passé son mois d'août dans le sud de la France, a dîné notamment avec Charles Leclerc, qui est passé le voir dans sa maison, mais qu'un certain Lewis Hamilton est passé un soir dîner. Alors, est-ce qu'il a été question... C'est une info. Hein. Non, mais ça, pour le coup, c'est une info. C'est une je peux vous info. dire qu'elle est vérifiée et je peux... Il et disait- voilà. Est-ce que c'est une discussion entre amis, ce qui est possible, puisqu'il a été le patron de Lewis Hamilton en F2, en GP2 à l'époque, on sait qu'ils sont très très proches et tout, mais qu'aurait dit Toto Wolff si une photo avait fuité ce jour-là ?
Voilà, c'est juste pour vous glisser un petit bonbon comme ça. Parce qu'on Paraît-il le contrat. C'est Vaster, c'est pas Horner. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Paraît-il le contrat d'Hamilton était signé depuis plusieurs mois. Ouais, sans doute. Donc, Sans doute. Mais qui te dit. Paraît-il, Hülkenberg avait un contrat Ferrari. Non, mais qui te dit. après contrat. Qui te dit que Fred Vasseur ne fait pas encore un peu de lobbying et qu'il y a cet horizon 2026. Je suis pas sûr, moi, personnellement, que ce soit le dernier contrat d'Hamilton, mais c'est un autre débat. On aura l'occasion d'en Tant qu'il n'y parler. a pas de 8e titre, Exactement. il sera là. Il y aura toujours une possibilité. Voilà pour la Formule 1, les gars. On parle MotoGP tout de suite et on va continuer de parler de carénage rouge. Mais là, cette fois-ci, on va parler d'un miracle. Tout de suite, c'est la chronique de Margot. Le MotoGP, l'instant MotoGP. On est très content de retrouver Margot Levento, Margot GP. Ouais, c'est ça, Margot GP, c'est ça ton nom de scène? Oui, c'est mon nom de scène, ça va? Salut Margot, ça va la forme? Super, ça va et tout. Mais très bien, très bien. Ça va beaucoup mieux ce matin que ça n'allait pendant la course hier, pendant le départ, et on va en parler avec toi parce que, le hasard quand même de notre métier, c'est qu'on avait prévu de parler de la domination de Francesco Bagnaia en MotoGP, qui ne laisse absolument rien à ses adversaires depuis quelques Grands Prix. Ça rappelle un certain Max Verstappen, mais pendant ce Grand Prix de Catalogne ce week-end, gros coup de théâtre puisqu'il a chuté. Ça aurait pu être terrible. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, Margot. Oui, visiblement, j'ai le flair parce qu'à chaque fois qu'on décide d'une chronique, il se passe toujours un truc. Il se passe toujours un truc. C'était le cas avec Marquez déjà la dernière fois. C'est ça. Mais oui, pour expliquer ce qui s'est passé ce week-end, il a pris un très bon départ, comme à son habitude. Il n'a pas été pris dans le carambolage du premier virage, vu qu'il était devant. Et quelques secondes plus tard, le virage d'après, en sortie de virage, il est parti en high side. Donc un high side, pour expliquer, si vous n'avez pas les termes exacts, c'est une perte de l'adhérence du pneu arrière qui raccroche après et qui a pour effet de propulser le pilote de l'autre côté de la moto. Ouais, c'est vraiment le coup de raquette version MotoGP, quoi. C'est ça. Et il se fait catapulter, quoi. C'est ça. Oui, il se fait catapulter et généralement il retombe très très violemment. Ça a été le cas de Bagnaia ce week-end. Et à ce moment-là, il est premier. Il a déjà une bonne longueur d'avance, il a déjà quelques mètres d'avance, ce qui fait que derrière lui, il y a une quinzaine de pilotes qui arrivent, et ce qui devait arriver arriva. Il y a Brad Binder qui n'a pas pu l'éviter et qui lui a roulé sur les deux jambes en plus. Et par miracle, il n'y a pas de fracture, seulement des contusions et aussi une bonne étoile, parce que dans son malheur, ça aurait pu être bien plus grave. Il est parti en toupie, en fait, Bagnaia, pendant cette chute. Et un demi-tour de plus, et ça pouvait être sur la tête que Brad Binder roulait, et ça a fait écho à l'accident de Simoncelli à Sepang en 2011. Donc, à la sortie de l'hôpital, on l'a vu, Bagnaia, il était avec les béquilles, et il a expliqué faire son maximum pour être de retour ce week-end, parce qu'on commence à enchaîner les week-ends en MotoGP, à Misano. Et cette chute aussi, il y a quand même du positif, ça ne change rien au championnat. Il avait déjà une longueur d'avance, mais il est toujours premier. Jorge Martin lui reprend 12 points, comme on peut le voir sur la photo. Et maintenant, c'est 50 points qui les séparent. Donc, comme tu as dit, à l'origine, je voulais vous parler de la domination de Bagnaia, mais comme je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois dans la saison, d'une autre manière ou non, rien n'est jamais joué dans ce sport, pour plusieurs raisons. Déjà, il peut avoir le côté performance, résultat. On l'a vu déjà l'année dernière, puisque Bagnaia lui-même a remonté de 91 points Quartararo, ou la blessure, parce qu'en plus, à chaque fois que quelqu'un me dit « Pecco sera champion », je rappelle qu'il y a la blessure qui peut arriver. Ça s'est passé ce week-end. Alors, il n'est pas blessé, mais en MotoGP, que tu sois leader ou non, tant que tu n'as pas passé le drapeau à damier, il n'y a rien qui est joué. Exactement. À l'heure où on enregistre cette émission, on ne sait pas quand est-ce que Pecco Bagnaia reviendra. Tu as dit qu'il fait son maximum pour être là dès le week-end prochain. Je fais juste écho à un truc. Helmut Marko a dit au sujet de la blessure de Daniel Ricciardo, il avait dit si c'était un pilote MotoGP, il serait peut-être de retour la semaine prochaine. On voit quand même qu'ils ne sont pas tout à fait faits du même bois. Et justement, Margot, est-ce que la domination de Bagnaia lors des précédentes courses lui offre cette marge d'erreur ou d'incident comme celui-ci parce qu'il reste quand même archi impérial sur cette saison 2023. Oui, bien sûr. Et comme tu l'as dit, il est impérial et puis c'est le plus fort de la grille aujourd'hui. Certes, il ne fait qu'un avec sa moto, il a la meilleure moto du plateau, mais il a aussi un pilotage qui est exceptionnel. Il est très, très bon sur les phases de freinage. Il freine fort, il freine tard. Et on l'a encore vu ce week-end en essai libre avec Brad Binder, d'ailleurs, qui le suivait. Il est entouré aussi des bonnes personnes. Dans le garage, son chef mécanicien, l'un des meilleurs du MotoGP. Il y a aussi Ducati qui le soutient énormément et qui
fait évoluer la moto pour et autour de lui, parce que c'est quand même le champion. On l'a vu juste avant, il y a aussi sa sœur et sa fiancée dans le garage, c'est un réel appui. Il y a eu beaucoup d'évolution aussi de son côté ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il prend les choses négatives, on va dire qu'il prend les choses différemment. Et c'est une combinaison qui fait qu'aujourd'hui, c'est le meilleur en MotoGP, dans une période où c'est très concurrentiel. Parce que si vous vous rappelez, en début de saison, je vous vendais le MotoGP en vous disant que c'était un championnat qui était très, très ouvert, que tout le monde pouvait gagner. Et Bagnaia, il est passé au-dessus de ça. Et il explose, en fait, la concurrence. C'est le terme, je pense que c'est le bon. Et il impressionne tant Ducati que d'autres anciens champions avec Ducati, donc Stoner. Et même Fabio Quartararo a fait le parallèle, t'en parlais, avec Verstappen, en disant « Je pense qu'il est un peu comme Verstappen maintenant ». Alors, en regardant les courses, oui, parce que, sauf celle de Catalogne, oui, tu as cette impression-là, parce qu'il part devant et il laisse rien à personne, mais dans les faits, pas vraiment. Parce que Verstappen, en 2023, on peut le voir, c'est sur 14 courses, c'est 12 victoires, pendant que Bagnaia, sur 11 courses, c'est 5 victoires. En sprint, alors vous, il y en a eu que 3. Il en a gagné 2. Et c'est pas nous. Les courses sprint, c'est pas nous. Je me désolidarise de ce terme. Et nous, on en a eu 11, du coup. On en a eu beaucoup plus. Et c'est 4 victoires. Ensuite, pour moi, c'est pas du tout les mêmes personnages. Et on va dire que Bagnaia, c'est pas un pilote grande gueule. C'est pas un pilote qui est arrogant comme certains pilotes peuvent l'être. Je dis pas ça uniquement de Verstappen, mais comme d'autres champions peuvent l'être, c'est pas non plus le champion le plus charismatique du MotoGP, c'est souvent ce qu'on dit de lui. Et du peu que j'ai pu voir quand je l'ai rencontré en vrai, quand j'ai pu le voir, c'est quelqu'un quand même qui est très discret, qui est assez réservé et qui va pas tant s'exprimer que ça, mais malgré tout, il fait le taf, il le fait très bien. Exactement. Alors, quelques réactions, les gars, par rapport déjà peut-être à ces images et au crash d'hier. Ouais, ça fait un peu le parallèle avec le terrible crash qu'il y avait eu pour Romain Grosjean à Bahreïn en 2020. Les images ont été diffusées et rediffusées parce qu'il y a eu un drapeau rouge tellement long qu'au final, la Formula One alimentait son flux TV avec le retour des images et ça avait beaucoup gêné les pilotes, notamment Ricciardo qui s'en plaignait. Après, les réseaux sociaux, pareil. Généralement, en plus, on a d'autres angles de vue de la part des spectateurs où ça devient. C'est le cas pour Bagnaia. J'ai vu une vidéo de spectateurs hier qui lui fait froid dans le dos. Et Jules Bianchi, Dylan Vanthoff, Antoine Hubert. En fait, voilà. Quelle est la position du MotoGP vis-à-vis de ça et toi, ce que tu en penses? Est-ce que, par principe, en MotoGP, on est un poil plus. Je sais pas, à l'aise avec ce genre de choses, dans le sens où c'est plus habituel de les voir tomber et de voir quelque chose qui est plus choquant quand sport à 4 roues, on va dire, ou pas? Pas spécialement parce que ça dépend de la chute. Par exemple, si on reprend le cas de Paul Espargaro, qui a chuté lourdement en essai libre, non pas en essai libre, en essai 2 le vendredi au Portugal. La chute, on a eu, moi j'ai mis du temps à la trouver pour voir les images. Donc ça dépend en fait de l'état du pilote. Là c'est vrai que on n'a pas eu autant de temps que pour Grosjean. Le drapeau rouge a duré une vingtaine de minutes mais elle a été rediffusée. Elle a été rediffusée, ça a été critiqué par Quartararo et moi-même j'ai été la première à le critiquer. J'avais pas envie de revoir ces images. L'image elle est choquante. D'une part, il y a deux dérangeante. Et dérangeante. Ouais. Mais justement c'est ce que Quartararo a dit, c'est irrespectueux pour la famille et pour le pilote. Mais par-delà ça, c'est aussi dérangeant pour les pilotes qui vont reprendre le départ. Imagine juste Brad Binder, il vient de rouler sur un mec. Et il voit l'image plein de fois. C'est pas passé autant de fois, mais c'est quand même passé en replay pour alimenter. Il le voit sur les grands écrans. Déjà, c'est un cauchemar pour un pilote de rouler sur un autre. Mais même pour les autres qui ont vu la scène, la revoir, psychologiquement, il faut se remettre dans le bain. Il faut se dire, OK, là, il vient de se passer ça, mais moi, j'ai un départ à prendre encore à 300 km/h. Et il faut pas que je roule sur un mec. Après, ils ont cette capacité, les pilotes, ils ont un mental qui est beaucoup plus fort que la normale. Mais déjà là, il y a un problème. Ensuite, il y a aussi, je pense, pour les spectateurs, parce que le MotoGP, c'est même la F1, c'est pas censuré au moins de 10 ans, au moins de 12 ans ou quoi. Il y a plein de gosses qui regardent ça, il y a plein d'enfants. Un enfant de 5-6 ans qui regarde cette image-là, c'est pas bon non plus. Surtout avec la démocratisation qu'on en fait, avec, comme le MotoGP aussi essaye de faire, à savoir avoir plus de courses, c'est d'attirer plus de monde, que fait Liberty Media avec la Formula One, on attire de plus en plus de public. Du coup, sacrifiant un peu le côté motorsport is dangerous. Donc, Après, je pense que quand tu regardes un sport mécanique, tu sais qu'il y a du danger. Tu sais que tu peux être confronté à ce genre d'image. Dis aux gosses, tu vois. Oui, mais tu sais que
Après, je parle pas que forcément au niveau des enfants, mais tu sais qu'il y a ce genre d'image. Donc, t'es prêt, tu le sais. Mais je pense que, tu vois, on le voit à un moment donné sur la piste avec toute une ordre de commissaires et des médecins. Là, tu sais pas réellement ce qui se passe. Ouais. Donc, Ça, ces c'est un point images. important. Le fameux drap blanc Mais dans le en comparatif F1, quoi. avec Grosjean, c'est que les images passent, mais on sait que le pilote est sorti, a fait le pouce et est rentré dans la voiture Ce qui n'était médicale. pas le cas de Bagnaia. Et Bagnaia, Bah, on savait pas encore trop. on On sait- savait qu'il était conscient, Voilà. qu'il fait le pouce, mais tu sais pas s'il a pas des fractures, s'il y a pas quelque chose de plus important. Bah, tu sais pas, oui, si c'est une. Après, ouais, tu vois les jambes, elles partent. Et je l'ai volontairement pas mis, l'image. Parce que moi qui suis contre, j'allais pas mettre l'image. Tu vois comment les jambes, elles partent. Tu dis, ça se trouve, c'est une fracture ouverte. Et pour en avoir vu en vrai de pilote moto, quand tu la vois à 10 mètres, t'as pas envie de la revoir à la télé, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus au niveau de la Dorna, que ce soit la F1 ou la Dorna. Après, il y a aussi ce besoin de faire du spectacle. On n'est pas friand de ce genre d'image, mais bon. Peut-être pris de court à ce moment-là aussi. Comment ? Peut-être un peu pris de court à ce moment-là aussi, dans le sens où Oui. sur le direct, est-ce que tu sais la limite entre ce que tu dois diffuser, ce que tu Pour dois un pas réalisateur qui diffuser est peut-être un peu nanti, on va dire, du sport. Oui, et- ou juste, Après, souvent je c'est les pense services que- extérieurs, donc. Je pense qu'ils ont fait des efforts parce qu'ils n'ont pas diffusé que ces images-là, parce qu'il y a eu le carambolage au premier virage dont on va parler, je pense, après. Ils ont montré aussi des images de ce moment-là. Puis Pecco Bagnaia, ça reste le premier au championnat, le champion en titre aussi. Donc les images, forcément, elles se concentrent sur lui. Maintenant, est-ce que mettre le replay, ça sert à quelque chose ? Je suis pas sûr. Vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez, vous, bien sûr, chez vous, Hamza. Autre question, autre sujet. Bastianini. J'imagine que c'est une mauvaise nouvelle pour Ducati. Ouais, c'est parce Elle est que, là, la vraie mauvaise nouvelle, en fait. la vraie mauvaise. Oui, parce que c'est Alors un que c'est miracle. pas la chute la plus impressionnante du coup. Ouais, Non. enfin, Bah, la chute est quand même L'accident, assez impressionnante parce que Bastianini, pour rappel, comme beaucoup de pilotes visiblement cette année, a voulu faire un strike. Enfin, pas voulu, mais la problématique en MotoGP en ce moment, c'est que les pilotes qui se qualifient mal, et on sait que c'est compliqué de remonter, ils le disent tous, eh ben, il faut faire un bon départ. Et là, il était 14e, donc il fallait doubler un maximum de pilotes pour ensuite être bien positionné au premier virage et pour avoir une bonne course. Sauf que à vouloir être trop gourmand, par-delà gâcher sa course, il gâche la course de 4 autres pilotes derrière. Alors là, il y a le drapeau rouge, donc s'ils rentrent dans les 5 minutes, ils peuvent reprendre la deuxième moto. Mais en l'occurrence, là, il emmène Zarco, Alex Marquez, Di Gianantonio et Bezzecchi. Et là, lui se fracture la main et la malléole gauche. Il y a 2 opérations qui vont être prévues, mais Bastianini, c'est la mauvaise nouvelle aussi parce qu'il revient d'une fracture de l'omoplate droit. Il y en a eu quand même cette année. Qui s'est passé. Alors là, c'était pas volontaire, c'était au Portugal. Il a été pris dans la course sprint. Donc il revient. En plus, il a du mal avec la Ducati. Ça se passe pas très bien au niveau de l'adaptation parce qu'il passe de la 2022 à la 2023. Non, il avait une 2021 si je me trompe pas l'année dernière d'ailleurs. Donc il y a l'adaptation qui est compliquée. Son meilleur résultat cette année, c'est une 8e place. Alors, il tombe un peu dans l'oubli, parce que quand on parle pas d'un pilote, c'est jamais très bon. Après, ce qu'il sauve, c'est qu'il est en contrat avec Ducati encore l'année prochaine et qu'on n'oublie pas ses performances. Mais là, c'est très, très compliqué pour Bastianini, qui, là, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. La mise à l'eau pour la semaine prochaine, ça va être compliqué. Enfin, pour cette semaine. C'est ouf de se dire que le pilote qui s'est roulé dessus, potentiellement, la semaine prochaine, il est là et que... Après, là, en l'occurrence, il y a quand même 5 motos pardon, qui sont parties au tapis. En même temps, tu vois que Zarco, il se prend 2 motos. La moto de Bezzecchi, si je ne me trompe pas, plus sa moto dans le dos. C'est le pire, je pense, ça aussi. Sans dire que Bagnaia, c'était horrible. Au niveau de l'échelle, je pense que c'est pareil. C'est juste que là, il y a 5 motos qui arrivent sur toi. C'est un chaud. miracle pour Bagnaia quand même. Mais pour tous. Hein. Franchement, le premier virage, déjà que je respire jamais à chaque premier virage, mais alors là, c'était... Là, quand tu vois ça, tu pries pour qu'il y en ait un qui se prenne rien. Et à chaque fois, je sais pas comment ça se passe. Personne ne se prend une moto. Ouais. Et heureusement. Mais jusqu'au jour où. Oui, jusqu'au jour où. Et on rappelle qu'on est dans une saison où il y a 2 fois plus de départs arrêtés quand même en MotoGP, Oui. même si tu as raison, ils ont conscience du risque et ils ont signé pour. C'est leur métier. C'est leur métier, exactement. Merci Margot, c'était super en tout cas. Et on est Merci bien à vous. content d'avoir des bonnes nouvelles concernant Pecco Oui. Bagnaia. Et on espère le retrouver rapidement sur une moto. On n'a pas eu le temps de parler de Zarco. Mais à mon avis, je pense qu'on va avoir du temps avec la page Mercato qui a été assez active dans l'été. Merci Oui. Margot, tu reviens vite. Hein.
Dès que je peux. Bah écoute, avec grand plaisir, on est là pour t'accueillir en tout cas. Merci Brice, merci Hamza d'avoir été avec nous. C'était une longue émission, mais c'était une émission moi, qui m'a passionné. Prego mille. Ciao ragazzi. Je finis comme j'ai commencé. J'espère que du côté de Singapour, tu seras aussi inspiré niveau langage. En italien, toujours. J'ai hâte d'entendre ça, moi. Je ne parle pas le malais, désolé. Prenez soin de vous les amis, n'oubliez pas, la F1 revient pas le week-end prochain, celui d'après. Et après, on aura de la F1 et du MotoGP jusqu'à la fin. Salut, j'oublie toujours, mais l'abonnement à First Team Sport est vital pour notre activité. N'hésitez pas à le faire et le petit pouce levé pour nous donner Et la émission force. à retrouver en podcast aussi. Et oui, ça, on oublie Oui, complètement oui. de le dire. Sur toutes les plateformes streaming, podcast, voilà exactement. Et puis des Lydia, si vous avez envie. Puis des Lydia, Je voilà, veux bien être exactement. tolérant, mais faut pas trop l'oublier. Ça fait Ouais, longtemps. faut que ça revienne. Ça quand faisait même. très Faut que longtemps ça qu'on l'avait revienne. pas Ah oui, utilisé, faut tout que à ça fait. Et arrêtez les DM avec Brice, je vous jure. Hein, franchement, c'est bon. Je crois qu'il a compris. On va travailler là-dessus. Je crois qu'il a pas assez compris. Salut les amis, à très vite. Ciao.